Salut tout le monde, c'est Amé de Otaku Manga Lounge. Alors bienvenue dans notre live spécial nouveauté manga de la semaine. Comme toutes les semaines, on se retrouve et on parle de tout ce qui vient de sortir. Donc beaucoup de belles lectures aujourd'hui. J'ai des trucs très variés en fait, autant du shonen que du seinen, que des mangas autres que japonais, du LGBT, bref, un gros programme. Alors, je vais commencer tout de suite avec une sortie qui était très attendue chez Shadow House. Shadow House où les deux premiers volumes sont sortis à date en même temps. Et Shadow House, en fait, ça se passe dans un manoir qui appartient à une riche famille. Et la particularité de cette famille, c'est que, en fait, ils n'ont pas de visage. Ils sont complètement sombres, en fait, et ça fait qu'on ne voit pas non plus leurs émotions. Donc à cause de ça, ils sont évidemment rejetés par une partie de la population, puis ils se sont un peu reclus dans leur manoir, et afin de pouvoir avoir des interactions sociales, ils ont construit ça a l'air d'être des jeunes filles, mais en fait c'est pas des jeunes filles, c'est des poupées, donc ce sont des poupées vivantes qu'ils ont fabriqué. Et notre héroïne s'appelle Emiliko et elle vient de naître en tant que poupée vivante. Alors je vous montre un petit peu quelques intérieurs, c'est vraiment super beau. Donc Emiliko commence à travailler au service de Kate, donc de la famille Shadow. Et le problème c'est qu'elle est un petit peu maladroite, voire très maladroite, et elle est surtout pas très disciplinée. Alors elle est censée en fait rester toujours à côté de Kate Shadow pour singer les émotions de Kate, mais elle fait juste afficher ses propres émotions à elle, fait que ça fonctionne pas du tout. Alors il y a un côté très humoristique aussi. Donc on a une allure très gothique, hein, autant dans le style de dessin que dans la manière dont c'est raconté, mais c'est aussi très tranche de vie en fait. Il va pas y avoir des grosses apparitions avec des fantômes, puis des vampires et du sang. C'est très slice of life, très tranquille, relax, c'est tout mignon. C'est super bien dessiné, pas beaucoup de gros plans. J'essaie de vous montrer des gros plans, mais en fait il y en a pas beaucoup. Je vais essayer de trouver un plan sympa. Tiens, il y a celui-ci qui est très cool. Voilà. Puis le manga est assorti d'un petit bandeau avec une citation de Kayu Shirai. Kayu Shirai qui est la dessinatrice, oups, vous voyez rien, qui est la dessinatrice de Promised Neverland, non pas la scénariste, et qui dit donc tous ces secrets me donnent des frissons. Alors pas de quoi frissonner non plus, en tout cas pas frissonner de peur, peut-être frissonner d'émotion parce que c'est un beau manga, mais en tout cas un manga qui est très prometteur, avec des très belles pages couleurs comme je vous ai montré au début du manga, puis aussi à la fin du manga. Donc ça c'était Shadow House. Je continue avec un titre très différent, assez mignon, ça s'appelle Plonger dans la nuit. Plonger dans la nuit, c'est un yuri vraiment accessible à tout public, et c'est sur le coup de foudre. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Tsukiko, qui est très taciturne, elle se mélange pas beaucoup aux autres, elle parle pas beaucoup, puis elle retient pas les noms des gens, puis elle porte vraiment pas attention à ça. Mais un jour elle tombe sur une jeune fille en fait qui est en train de nager dans la piscine, et c'est le coup de foudre immédiatement. Elle tombe complètement sous le charme, puis elle se rend compte après coup que cette fille est dans sa classe, mais jusque-là elle l'avait jamais remarqué. La phrase qui est marquante dans ce livre, c'est il paraît qu'il faut 0,3 secondes pour tomber amoureux, et donc c'est un petit peu ce qui arrive à Tsukiko. Donc elle va arriver à l'école, puis ayant compris que cette fille est dans sa classe, elle va essayer de faire en sorte d'apprendre plus de choses sur cette fille pour essayer de se rapprocher d'elle, tout simplement. Donc c'est les débuts d'une histoire d'amour. Alors vous verrez que il y a comme toute la métaphore de la mer et de l'eau, ça se passe beaucoup dans les aquariums, il y a comme des poissons partout qui voguent dans le ciel, c'est très étrange, et donc il y a des belles figures de style assez sympas. C'est super bien dessiné, franchement c'est un très mignon petit yuri que j'ai vraiment aimé, avec c'est ça, une histoire toute mignonne, vraiment. Donc c'est Plonger dans la nuit. Et je continue avec un autre titre qui était très attendu, puisque il s'agit d'une anthologie de Made in Abyss.
Donc ça s'appelle Les Incorrigibles Caverniers. Il n'y a pas de numéro, mais j'aurais tendance à dire qu'il va peut-être y en avoir plusieurs, même si ce n'est pas une information officielle, parce qu'on a reçu également la version anglophone de l'anthologie, puis l'anthologie était écrite Layer 1, donc j'imagine que s'il y a un Layer 1, ben, il y aura peut-être un Layer 2 qui va se profiler à l'horizon. L'anthologie de Made in Abyss, c'est vraiment plusieurs auteurs, en fait 17 auteurs, dont les noms sont ici, qui ont participé à réécrire une petite histoire de leur cru inspirée de Made in Abyss. Ça reprend les personnages, ça reprend certains événements de l'histoire, mais chacun dessine avec son propre style, son propre style scénaristique également. Et puis la particularité, c'est que c'est fait sous forme de yonkoma. Alors les yonkoma sont ces BD en 4 cases qui sont des BD traditionnelles japonaises à la base et qui reviennent un petit peu ces temps-ci, on les revoit un petit peu en BD. Ce qui se passe, c'est que c'est vraiment toujours présenté en 4 cases comme ça, puis c'est toujours à lire de haut en bas, à la verticale. Donc au lieu de lire comme ça, comme d'habitude, vous allez lire vraiment comme ceci. Donc un style de lecture un peu particulier. Puis vous voyez, si je tourne les pages, vous voyez que le style de dessin varie vraiment entre chaque histoire. Pas vraiment de spoil, sauf si vous en étiez au tout début du manga, là, mais honnêtement ça peut être lu même si vous n'êtes pas à jour sur Made in Abyss, il n'y a vraiment pas de crainte par rapport à ça. Et voilà, donc c'est l'anthologie de Made in Abyss qui s'appelle Les Incorrigibles Caverniers. J'arrive pas à le retenir, je le relis toujours. Je continue avec un autre grand format qui m'a vraiment plu, très intéressant, s'appelle Animus. Animus, alors c'est un mix de culture, Animus. C'est fait par un auteur qui s'appelle Antoine Revoy. Il est d'origine française, mais il a grandi au Japon et il vit aux États-Unis, il est américain aujourd'hui. Donc vraiment un gros mélange de culture, puis ça se ressent vraiment quand on lit le livre. Alors c'est un one-shot, c'est publié aux éditions IMHO BD, que vous voyez ici, qui est une maison d'édition qui est vraiment spécialisée dans toute forme de BD, pas seulement du manga, ils font même très peu de manga en fait, mais eux, leur truc c'est vraiment de faire de la BD underground, donc c'est toujours très très original. Alors Animus, ça se passe, en fait au début on suit un inspecteur de police qui est mandaté pour enquêter sur des disparitions multiples d'enfants. Et puis, après un chapitre où on suit cet inspecteur de police, on va basculer à Kyoto, dans un parc pour enfants. Voilà, une espèce de parc public avec des jeux pour les enfants. Et on y retrouve deux amis d'enfance qui jouent dans ce parc, puis qui vont être interrompus par un étrange garçon masqué. Alors il a ce masque qui est très très inspiré de la culture yokai japonaise, on ressent vraiment l'influence japonaise ici. Et ce garçon leur révèle que le parc est hanté et chaque attraction possède un pouvoir particulier. Par exemple, le bac à sable est capable de matérialiser les peurs de chacun. Alors, notre garçon qui a très peur des serpents se retrouve soudain entouré de serpents. Et puis la demoiselle va se faire manger par des zombies. Mais ce n'est pas tout. La plupart des attractions ne font pas forcément peur. Alors il y en a une qui permet de voyager dans les rêves des autres. Il y en a une qui permet de faire de la télépathie. Donc en fait il y a un yokai différent qui hante chacune de ces attractions et qui pourrait être lié à la disparition des enfants sur laquelle enquête l'inspecteur de police du début. C'est super bien fait, c'est vraiment original, l'auteur arrive vraiment à nous attirer dans son univers d'une manière qu'on est pris du début à la fin dans le récit. Donc j'ai vraiment beaucoup accroché sur Animus. Et puis en plus le cover est vraiment magnifique. Je continue avec un shonen. Un shonen très très classique, Neketsu, mais fait par un auteur français qui s'appelle Christophe Cointeau. C'était lui qui avait fait Tintaren également, et qui était une courte série shonen que moi j'avais beaucoup appréciée, même si je sais que certains d'entre vous avaient moins aimé la fin du manga, mais je trouvais que à part cette fin qui était peut-être un peu loupée, le reste était quand même très bien maîtrisé. Alors le nouveau manga s'appelle Wind Fighters, et Christophe Cointeau est désormais un auteur quand même réputé et qui sait de quoi il parle. Ça commence par une très belle page couleur imitation de vitrail. Et on suit deux personnages, un frère et une sœur, dont les parents ont disparu.
et qui, depuis, vivent dans leur montagne et n'en sont jamais descendus, puis ils sont jamais allés à la ville. Et un jour, ils décident d'aller à la ville, de voir ce qui se passe en dehors de leur montagne, mais ils sont tellement mésadaptés qu'ils font un peu n'importe quoi, au point que ils n'avaient pas compris ce que c'était de l'argent, ils n'ont jamais eu d'argent, et qu'ils voient une pomme sur l'étalage, puis ils veulent juste manger la pomme, et puis ils se font traiter de voleurs, évidemment. Donc très mésadaptés. Ils se font arrêter par l'armée du régime. Le régime, c'est donc l'armée du gouvernement qui est très très contrôlant, voire totalitaire. Et ils vont avoir des gros problèmes avec cette armée-là jusqu'à ce qu'ils se fassent sauver par un espèce de baroudeur. Alors je vous le cherche. Voilà, il est là. Un espèce de baroudeur assez classe qui se fait accompagner par un personnage très très mignon qui s'appelle Toaster et qui est un panda roux que voici juste ici, que j'ai adoré. Voilà Toaster. Qui les sauve et qui va les entraîner un petit peu dans sa quête. Lui, il recherche les Windfighters, qui sont des aventuriers qui ont créé une armée de la rébellion pour renverser le régime, mais qui ont tous disparu. Donc lui, il est à leur recherche et il va les entraîner là-dedans, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que le garçon possède certains pouvoirs qui ressemblent trait pour trait à ceux des Windfighters, mais pas tout à fait. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble le dessin. Vous voyez que bien que ce soit un manga français, on est très très sur du style shonen. C'est très bien fait, très bien maîtrisé au niveau des personnages qui sont tous attachants et intéressants. Donc un très bon shonen pour continuer. C'était Windfighters. Je continue avec un seinen de tranche de vie très instructif qui s'appelle Asana n'est pas hétéro. Alors Asana, c'est le nom de l'auteur, c'est une autobiographie puisque Asana est japonais et il est gay. Et il revient en fait sur sa vie en tant que gay au Japon et il nous apprend un petit peu quelle est la vie intérieure de cette communauté, de la communauté LGBT. Alors il y a des parties très instructives, on va dire, avec des schémas pour expliquer c'est quoi un cisgenre puis un non-binaire. Puis il y a des parties plus quiproquo, humoristique, avec comment je m'en sors quand je suis avec des amis pas très proches qui savent pas que je suis gay, mais ils me demandent si j'ai une blonde en ce moment. Fait qu'est-ce que je réponds? Fait que c'est traité avec beaucoup d'humour, beaucoup d'autodérision. C'est très léger, c'est tout en couleur comme vous le voyez. C'est vraiment accessible à tout public, autant à ceux qui sont déjà habitués à lire soit du yaoi, soit des mangas qui traitent du sujet LGBT, mais aussi si vous connaissez pas du tout cette communauté-là, ça va vous apprendre plein de trucs en fait, autant au niveau de comment c'est vu au Japon qu'au niveau plus général. Donc c'est vraiment fait de façon instructive mais drôle. Ça ressemble un peu, pour ceux qui auraient lu ça, à Solitude d'un autre genre, qui était traité mais par une auteure lesbienne, mais Solitude d'un autre genre était vraiment plus sombre. Là c'est vraiment plus léger, on voit qu'il a fait la paix avec lui-même et il est très très à l'aise dans son rôle dans la société et c'est vraiment très... ça met plein de beaux beaux cœurs à lire. Donc c'est Asana n'est pas hétéro, puis c'est un one shot. Alors je continue avec quelque chose de complètement différent, on est dans l'horreur pure, vous le voyez au cover, c'est Gannibal. Gannibal, alors on suit un jeune policier qui vient s'installer avec sa femme et sa fille, vous les voyez ici. Ils viennent s'installer dans un village reculé dans la montagne parce que lui il a eu une mutation, donc il est au poste, il doit occuper le poste de policier du village. C'est le seul policier évidemment, c'est un tout petit village. Puis c'est un village qui vit en autarcie, qui est très reculé. Et puis le dernier policier en faction a disparu du jour au lendemain en laissant un message qui dit: les habitants de ce village sont cannibales. Donc là, notre jeune policier est comme, voyons donc, cannibale, ça n'existe pas. Ça se fait plus depuis des millénaires, personne ne mange des humains. Et il va vite se rendre compte que peut-être que les rumeurs n'étaient pas si erronées que ça. Ça va commencer par des menaces. Il sent tout de suite en arrivant que, comme vous pouvez le voir ici, il n'est pas du tout le bienvenu. Il y a une famille en particulier, la famille Goto, qui voit d'un très mauvais œil qu'un étranger vienne se mêler de leurs affaires, qui pensent qu'ils peuvent se faire justice eux-mêmes parce qu'ils sont chez eux. Et c'est ça, il va se faire intimider pas une seule fois. Hop, une scène plutôt angoissante.
Évidemment, sa femme et sa fille vont être rapidement prises dans l'engrenage aussi. Et puis, je ne vous dis pas la suite. Donc ça va ressembler un peu dans le style à... c'est vraiment de l'horreur gore pure. Donc, par exemple, Freak Island ou Hideout, vraiment ce genre de manga très horreur, suspense. Voilà. Encore une scène qui fait peur. Avec très effrayant, très bien dessiné aussi, hein, et le côté très bien dessiné augmente aussi à l'horreur parce que c'est très réaliste la manière dont c'est fait. Donc c'était Gannibal. Je continue, je vous avais dit que j'avais beaucoup de LGBT aujourd'hui et je continue avec un yaoi. En fait c'est un boys love accessible tout public qui s'appelle Le Fil du Destin. Alors le fil du destin, ça se base sur une tradition japonaise qui veut que quand un couple se marie, on leur relie symboliquement les petits doigts avec un fil rouge, donc le petit doigt du marié et de la mariée ensemble, pour symboliser le fait qu'ils vont être liés pour le restant de leur jour. Et dans le fil du destin, notre héros qui s'appelle Keiji, lui, il est capable de voir vraiment ces fils reliés à chaque personne. Donc il est capable, quand il voit un couple, de savoir s'ils sont bien ensemble, s'ils sont destinés pour être ensemble ou au contraire pas du tout. Puis il a constaté ça quand il était petit garçon, le jour où il s'est rendu compte que le fil de son père était relié à quelqu'un d'autre que celui de sa mère. Et là, il a commencé à se poser des questions. Puis peu de temps après, ses parents ont divorcé. Puis lui, son fil n'est relié à personne. Il est bien amoureux d'une jeune fille qui est ici, qui s'appelle Yui. Il a l'impression d'être amoureux d'elle, il sort pas avec elle, mais en même temps son fil n'est pas relié, puis ça le biaise un petit peu. Puis un jour, le fil au bout de son petit doigt va se tendre, et la personne qui est au bout, c'est un homme. Fait que là, il est comme, comment ça, la personne qui m'est destinée, ça peut pas être un homme. Mais si... fait qu'ils vont, dû à certains événements, se rapprocher, devenir amis. Puis le fait de savoir que c'est vraiment la personne qui lui est destinée, ça va le biaiser un petit peu, puis il va être plus ouvert à commencer une relation plus sentimentale. Donc c'est vraiment le début de cette relation, c'est tout mignon. Hop, il y a un passage au ski, enfin en snowboard plutôt, où ils sont enfermés dans une grotte tous les deux jusqu'à ce qu'on vienne les chercher. C'est ça, une histoire vraiment histoire d'amour, mignonne. C'est un one-shot et ça s'appelle donc Le Fil du Destin. Je continue avec un autre manga français, décidément, j'avais des thématiques qui revenaient cette semaine. Ça s'appelle Wandering Soul. Je suis pas toujours convaincue par les mangas français des jeunes auteurs qui débutent. Il y en a beaucoup, puis il y en a beaucoup de très mauvais. Mais celui-ci faisait partie des bons, vraiment. Donc Wandering Soul, déjà au niveau du dessin, c'est assez extraordinaire, très bien maîtrisé. On commence encore une fois avec quelques pages en couleur. Et vous allez le voir que le dessin est absolument sublime. Ça fait un peu penser au style de dessin qu'on retrouve dans Beyond the Clouds. Très poétique, très onirique. En fait, c'est une jeune fille qui se fait un peu persécuter par les membres de son village parce que elle a une capacité un peu spécifique. Elle est capable de parler aux dépouilles des animaux, aux cadavres des animaux qu'elle trouve dans la forêt. C'est un peu spécial comme pouvoir, mais ça fait que évidemment tout le monde la prend pour une folle. Et puis un jour, elle fait une chute mortelle, elle tombe d'une falaise et à la suite de cette chute, elle se relève complètement indemne et guérit de ses blessures. Fait que là, encore pire, tout le monde a complètement peur d'elle, puis elle se fait bannir du village. Et donc on l'envoie dans un temple, voilà, ce temple ici, un temple abandonné, dont vous voyez l'entrée juste ici. Et dans ce temple, elle va un peu s'y perdre, c'est un vrai labyrinthe, mais elle va rencontrer un jeune garçon qui lui aussi paraît enfermé dans ce labyrinthe et qui va lui expliquer que il fait partie d'une communauté de sortes de dieux, de yokai, mais qui ne peut plus rentrer chez lui parce qu'il s'est fait voler ses os bleus. Puis ces os, c'est vraiment ce qui le caractérise comme ces démons. Ces démons ou ces yokai, si vous voulez. Et donc la jeune fille se prend un peu en pitié pour lui, puis il va décider d'essayer de s'enfuir de ce temple pour aider le jeune garçon à retrouver ses os, puis à retrouver les siens en fait. Jusqu'à ce qu'elle s'aperçoive que le garçon lui a menti sur toute la ligne.
Donc vraiment beaucoup d'aventures, beaucoup de découvertes avec un monde, un univers qui sont très bien travaillés, deux personnages qui sont intéressants, le rythme est peut-être un petit peu lent, mais c'est quand même très très bien maîtrisé pour un premier manga. Ça va être terminé en 2 volumes et ça s'appelle donc Wandering Soul. Je continue avec Schwartz Ragnarok, avec un nom assez difficile à prononcer, hein, comme vous voyez, puis à écrire. Je pense que je m'y suis repris 3 fois avant d'écrire correctement. On est sur Schwartz Ragnarok à la limite entre du shonen puis du seinen. On est vraiment sur de la fantasy. Il y a beaucoup de scènes qui sont très inspirées de Berserk, mais on reste quand même plus axé shonen, dans un style un petit peu à la Red Eye Soul, la Kamega Kill si vous voulez. J'attendais pas forcément grand chose de ce manga, je trouvais que le cover était trop attirant pour être honnête. Puis finalement j'ai été très agréablement surprise et ça a été une de mes meilleures lectures de la semaine. En fait, on est dans un monde où tous les 10 ans, les forces du mal ressortent et attaquent des villages entiers, puis déciment des milliers et des milliers de personnes. Jusqu'au jour où les humains ont réussi à faire un pacte avec les forces du mal et en échange d'un sacrifice humain toutes les 10 ans, qui va être choisi par les forces du mal, eh bien on peut sauver, en fait, on peut empêcher cette espèce d'éclipse de se produire et les forces du mal de sortir et de terrasser tout le monde. Et au tout début du manga, notre héros est un soldat de l'armée et qui est quand même assez haut placé dans la hiérarchie. Et on lui annonce que c'est sa petite sœur unique, qui va être choisie pour le sacrifice de cette année. On lui donne 4 jours pour aller chercher sa sœur dans le village où elle habite et la ramener et que la cérémonie ait lieu. Et puis lui, il considère ça vraiment comme un honneur suprême parce que c'est comme ça en fait. Quand la personne qui est choisie, c'est elle qui va être la salvatrice de dizaines de milliers de personnes, donc c'est vraiment un honneur suprême. Et puis quand il arrive pour aller chercher sa sœur, elle aussi considère ça comme un très grand honneur, donc elle va le suivre sans problème. Ce qui va se passer par contre, c'est qu'un jeune garçon qui était client de son auberge à elle était secrètement amoureux d'elle et donc il est désespéré du fait qu'elle doive mourir pour sauver son peuple. Et donc il va engager des brigands pour la kidnapper et faire en sorte qu'elle vive. Mais évidemment, ça va pas tout à fait se passer comme ça et ça va complètement dégénérer. Les forces du mal vont être très en colère qu'on leur ait piqué leur sacrifié et ça va très mal se passer. Donc ça va être en fait, tout va se passer sur la route du retour jusqu'au moment du sacrifice, etc. Donc je vous en dis pas plus. Comme je disais, donc c'est quand même assez violent. C'est pas pour tout public. J'étais en train de vouloir vous montrer une scène sur une double page, mais c'est vraiment trop violent pour que je la monte à l'écran, fait que je vais plutôt montrer celle-ci. La façon dont les gens meurent quand ils sont aspirés par les forces du mal est absolument dégueulasse. En fait, j'ai beaucoup accroché parce que j'ai trouvé que l'histoire était vraiment bien construite, coulait bien. Puis à la fin du premier volume, je me suis dit mais il faut que ce soit une histoire courte parce que vu comment ça se déroule, si c'est une histoire courte, le scénario va être très bien maîtrisé. Et juste après, j'ai appris que la série était déjà terminée au Japon et qu'elle se terminerait en seulement 4 volumes. Donc effectivement, c'est une histoire courte et effectivement, je pense que l'auteur va vraiment très bien gérer son scénario de bout en bout. Donc c'est un manga action fantasy que je vous conseille vraiment, qui s'appelle donc Schwartz Ragnarok. Et ma dernière sortie du jour, c'est la plus attendue en fait, c'est Our Colorful Days, qui est le nouveau manga de Gengoro Tagame, autrement dit l'auteur du Mari de mon frère. Donc le mari de mon frère qui était un des plus grands phénomènes LGBT en manga. En fait, c'est un peu lui qui a lancé la roue et qui fait qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui est en train de devenir de moins en moins tabou au Japon. Tout simplement parce que Gengoro Tagame est très très impliqué dans sa communauté, puis il veut vraiment encourager l'esprit d'entraide, la compréhension, etc. De tout ce qui tourne autour de la communauté LGBT là-bas. Et donc Our Colorful Days, il va reprendre en fait les mêmes thématiques puisque on suit la thématique du coming out. Donc on suit un jeune étudiant qui sait depuis longtemps qu'il est gay mais qui ne l'a jamais avoué à personne. Il a trop peur de ce qui pourrait lui arriver.
de comment les autres le prendraient, comment il réagirait, est-ce qu'il se ferait persécuter, est-ce que tous ses amis lui tourneraient le dos. Puis même à sa meilleure amie Nao, qui est sur la couverture, il l'a jamais avoué. Pourtant, il a toute confiance en elle. Puis un jour, il va entrer dans un café, un petit café un peu hipster, là, comme on trouve de temps en temps au Japon, ces espèces de petites perles magnifiques, ces cafés-là. Moi, j'ai capoté là-dessus quand j'y étais. Et il va apprendre que le patron de ce café est lui-même gay et que c'est un homme de peut-être une cinquantaine d'années qui a fait la paix avec lui-même, puis qui est très correct et qui vit tel qu'il est de façon très ouverte. Et donc ça va encourager notre héros à lui avouer qu'il est gay, à faire son premier coming out, puis à le faire auprès de sa meilleure amie et enfin de s'assumer pleinement. Donc c'est vraiment tout le chemin vers l'acceptation de soi de notre personnage, et c'est super intéressant, c'est fait de façon très accessible. Encore une fois, avec Tagame, il banalise vraiment les choses de manière à ce que tout le monde puisse le comprendre, que ce soit vraiment accessible pour tout le monde, et c'est ça vraiment qui a fait son succès, c'est pour ça qu'on l'aime. Style de dessin très très épuré, hein, comme vous le voyez. Donc c'est ça, c'est son nouveau succès et c'est très prometteur. C'est aussi bon que ce à quoi on s'attendait quand on a aimé Le mari de mon frère. Donc ça s'appelle Our Colorful Days. Et c'est donc ce qui conclut mes sorties de la semaine en manga au Québec pour cette semaine. Alors si je devais élire mon préféré, je dirais que c'est probablement Animus. Ma sortie un peu underground de la semaine, pour son côté qui mélange la culture européenne, américaine et japonaise. Le dessin qui est super bien travaillé, puis surtout l'univers et la façon dont notre auteur va vraiment nous attirer complètement dans son univers jusqu'au bout, et la facilité qu'on a à parcourir l'œuvre de bout en bout. Donc ça, c'est vraiment mon préféré de la semaine. Merci beaucoup à tous pour votre attention et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux mangas en vedette. Bye bye!